Eh bien, je vous souhaite à présent la bienvenue à ce premier webinaire en ce 11 décembre qui porte sur les enjeux de transition énergétique pour les territoires. Il sera ponctué donc, de temps d'interactivité et de temps d'échange. J'invite à présent Raymond Charbonnier, président du CIDELA, maire de Paimboeuf, puis Frédéric Dunet, premier vice-président du CIDELA, premier adjoint de Guérande, à introduire ce webinaire. Donc Raymond Charbonnier, nouvellement élu président du CIDELA. Et le CIDELA, je le rappelle, c'est le syndicat d'électrification et d'énergie de Loire-Atlantique. C'est un acteur public référent de l'énergie au service des collectivités et né de cette volonté de mutualisation des communes et pour les communes. Un aspect très important. Nous sommes, alors, dans les collectivités, il y a de nouveaux élus, très nombreux, et au CIDELA aussi. Et il nous a semblé important de pouvoir présenter le CIDELA, qui, à travers ses missions et ses expertises, constitue une véritable boîte à outils à même d'accompagner les projets des collectivités dans tous les domaines historiques, et puis, notamment, sur les PCAET que tous les EPCI ont adoptés. Voilà. Donc, je laisse la parole à Frédéric pour la suite. Il s'agira pour nous de vous montrer à travers les 8 prochains webinaires comment le CIDELA agit à vos côtés pour vous aider dans vos projets et dans votre gestion de votre patrimoine réseau. Ce premier webinaire vise à planter le décor du contexte énergétique français et ligérien. COP21, loi de transition énergétique, décret tertiaire, décret GTB. Ok, et concrètement, que cela implique-t-il pour nos communes? Nous tentons d'y répondre. La seconde partie du webinaire aura pour vocation de vous apporter les éléments du contexte sur le réseau électrique, propriété des communes ou parfois transféré au CIDELA. Il est parfois bien compliqué de comprendre les rôles d'Enedis, du CIDELA et d'autres intervenants sur nos communes, de bien comprendre les enjeux des uns et des autres, avec les évolutions fortes sur les usages que nous connaissons tous, la mobilité électrique, l'énergie renouvelable, l'autoconsommation, entre autres. Je laisse la parole à Raymond à nouveau pour terminer cette introduction. Oui, donc en fonction des éléments dont on vient de parler, Frédéric, nous avons dégagé un certain nombre d'enjeux importants. Et les webinaires suivants, celui d'aujourd'hui, sont focalisés et nous essayons de vous fournir quelques clés pour vous accompagner dans vos projets. Donc, le 8 janvier, la fracture électrique, réseau Smart Green, RIG. Le 22 janvier, projet éolien et projet d'énergie renouvelable citoyenne. Le 5 février, éclairage public, infrastructure électronique. Le 19 février, maîtrise de l'énergie consommée dans nos bâtiments communaux. Le 5 mars, énergie solaire photovoltaïque. Le 19 mars, mobilité durable. Et le 26, méthanisation et réseau de gaz. Comme vous le voyez, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner à travers tous vos projets de PCAET notamment. Nous laissons maintenant la place au service pour la présentation en 3 parties de ce premier webinaire sur les enjeux de la transition énergétique. Merci de votre attention. Voilà, vous voyez affichés ici les différents intervenants qui vont se succéder pendant ce webinaire. Moi-même, je serai en charge de l'animation. J'aurai le plaisir effectivement de faire cette fonction, d'assumer cette fonction. Il y a Amandine Adrani qui va débuter, coordinatrice PCAET et mobilité au CIDELA. François Oran, responsable développement et exploitation à la SEM CIDELA Énergie 44. Et Gauthier Moreau, co-responsable transition énergétique au CIDELA. Sans plus tarder, je laisse la parole à Amandine. Alors, concernant et concrètement, on a vu de là où on part, où est-ce qu'on doit aller, et puis on voit bien au travers le fil de discussion qu'il y a du travail. Donc, on a décidé de vous illustrer 4 actions très concrètes sur nos territoires. Bon, il y en a une où on sort légèrement de la Loire-Atlantique. La première va porter sur une action sur le développement du bio-GNV, de la méthanisation. Ensuite, Gauthier nous présentera une action sur le développement du photovoltaïque sur une zone d'activité à la Carène. Il présentera aussi une action de production photovoltaïque et d'autoconsommation collective à Orvaux, chez nous, sur le site du CIDELA. Et enfin, François pourra clôture avec une action à Blain sur le développement de l'éolien et l'intégration aussi
différents acteurs sur ce projet. Donc, concernant le développement du biogaz, on a décidé, on souhaite vous emmener à Saumur. Et en amont, je souhaite rapidement rappeler les enjeux justement du développement du biogaz. Aujourd'hui, il est possible, on l'a vu au tout début, le gaz renouvelable reste une énergie fossile qu'on importe, mais il est possible aussi de le produire en local au travers des méthaniseurs sur la base de déchets organiques. Ces méthaniseurs peuvent injecter sur le réseau de gaz naturel et ensuite, plusieurs kilomètres à côté, on n'est pas obligé d'être juste à côté, on peut avoir des stations de distribution de GNV, donc de gaz naturel véhicule, à destination aujourd'hui essentiellement du transport lourd, de marchandises et de voyageurs en complément de motorisation électrique. Donc il ne s'agit pas ici du GPL, mais bien du gaz naturel comme on l'a dans nos cuisines et dans nos maisons. Concernant le territoire de Saumur, il a été créé en 2017 une société qui s'appelle SEV, Saumur Énergie Verte. C'est une société locale par trois autres sociétés du territoire, notamment la CEMAE, qui est une entreprise publique justement de gestion des déchets détenue en majorité par la communauté d'agglomération Val-de-Loire. Une autre société qui est Loire Compost Environnement, qui est une entreprise saumuroise qui est spécialisée dans le compostage et bois d'énergie. Et un industriel du Nord spécialisé dans les unités de méthanisation et la station de compostage. Cette société elle a été créée justement pour porter deux projets sur le territoire. D'un côté, une unité de méthanisation avec à la fois des déchets agricoles, mais aussi les déchets de la collectivité. C'est sûr que le modèle que je vous présente aujourd'hui, il n'est pas forcément réplicable sur tous les territoires. C'est Saumur Agglo, donc il y a forcément des déchets un peu plus importants. Voilà, c'est juste un point de vigilance quand même que je voulais vous évoquer, mais d'un côté, ils ont développé cette unité de méthanisation donc située à Chassé, et à quelques kilomètres plus loin, là où les transporteurs passent, ils ont développé une station bio-GNV, et ce qui sort, et ce qui est injecté du coup dans le réseau permet globalement d'alimenter 44 poids lourds par an, la consommation de 44 poids lourds par an. Ou 2000 foyers, si on fait le ratio par foyer. Donc voilà, ça permet de montrer sur un territoire qu'est-ce que ça peut être qu'une boucle justement de développement du biogaz. Et ce qu'on souhaitait montrer au travers de cet exemple, c'est comment la collectivité a pu agir et comment la collectivité a pu faciliter justement la mise en place de ce projet. Elle a pu accompagner au début les porteurs de projets à mettre en place, par exemple, des animations pour faire parler du projet, notamment auprès des transporteurs, pour faire connaître le GNV, qu'est-ce que c'est que le GNV, pour justement avoir des usagers de la station GNV, parce qu'il faut du monde pour venir s'habiter, parce que sinon, ça n'est pas rentable d'un point de vue économique. D'un autre côté, la collectivité présente est impliquée dans la société qui a été créée au travers sa SEM qui gère les déchets. Et aussi, au travers de ces véhicules, c'est sa flotte publique, elle a converti un certain nombre de véhicules au gaz naturel véhicule, donc les cars, les bus, surtout les bennes ordures ménagères, pour venir s'habitailler sur la station et du coup rendre aussi ce projet de station au gaz. Donc voilà très rapidement sur ce sujet-là, mais comme on l'a dit, il y aura et un séminaire, un webinaire sur la mobilité et un webinaire sur le GNV. On pourra aller un peu plus dans le détail de ce type de projet. Et je laisse la parole à Gauthier pour nous emmener à la carène. Oui, et du coup, juste en aparté, en préambule à mon propos, on vous présente, j'ai lu l'ensemble des éléments du fil de discussion, là, on vous présente des sujets qui sont très tournés du coup vers la production d'énergie, et vous l'aurez noté, de la difficulté d'envisager des réductions des consommations. Il se trouve qu'aujourd'hui, concrètement, pour s'approprier le sujet énergie, passer par la mise en place d'un moyen de production, c'est en général la première marche à franchir pour rentrer dans la compréhension de ces enjeux. Et du coup, très rapidement, en général, l'ensemble des porteurs de projets, ce qu'on constate, on arrive à des sujets de OK, très bien, comment maintenant on arrive à réduire les consommations? Et par cette acculturation progressive, ça reste une porte d'entrée. Donc aujourd'hui, on regarde la maturité de l'ensemble des acteurs sur le terrain. Vous parlez des ENR, c'est plus facile, parce que ça vous parle plus directement. Et nous aussi, c'est plus facile de vous proposer des actions concrètes à vous montrer. Mais effectivement, la suite, ça sera comment on réduit nos consommations aussi. Donc cet aparté étant fait, effectivement, là, les objectifs de la Carène dans son plan climat sont extrêmement ambitieux. Ils veulent déployer 200 MW de photovoltaïque d'ici 2030. 200 MW, c'est plus que ce qui est déjà installé dans le département aujourd'hui.
Et donc, entre autres choses, ils ont segmenté ces 200 mégawatts en plusieurs cibles. Et donc, près de la moitié, enfin, en tout cas 40% de ces 200 mégawatts est disponible, le gisement est disponible sur les toitures de leurs zones industrielles. Donc, ils ont identifié 80 mégawatts sur ces entreprises. Et du coup, toute la question que se pose la CAREN, c'est OK, une fois que j'ai cet objectif de 200 mégawatts, comment je fais pour le mettre en œuvre, sachant que les industriels, ce n'est pas mes toitures, ça demande des investissements importants. Donc, comment je me mets en marche en tant que collectivité pour, vis-à-vis de cette politique, essayer de la mettre en œuvre. Donc, là, c'est le résultat d'une expérience, enfin, en tout cas, le résultat à date de l'expérience qu'ils ont débuté sur une zone d'activité qui s'appelle Vrepedra. Donc, là, sur la petite illustration, vous voyez finalement, ils ont fait un exercice de cadastre solaire pour identifier le gisement, c'est-à-dire combien chaque toiture peut produire. Donc, quand c'est rouge, je peux produire beaucoup. Quand c'est jaune, je peux produire un peu. Quand c'est bleu, je ne mettrai pas de panneaux photovoltaïques parce que du coup, je ne produirai pas assez pour que ça soit rentable. Si tu veux bien passer au suivant. Ah. Donc, vas-y, continue. Pardon. Donc, ils ont, pour commencer, étant donné que ce n'est pas les toitures de la CAREN, ils ont dû rentrer en dialogue avec les entreprises et puis essayer de mobiliser. Donc, pour ça, ils se sont appuyés d'une part, ils ont travaillé avec le développement éco de la CAREN et le service énergie. Et ils ont mis en place des ateliers de sensibilisation pour les entreprises. Et puis, au-delà de la sensibilisation, on constate le potentiel, mais une entreprise, un chef d'entreprise, il a rarement que ça à faire. Et du coup, c'était comment concrètement on traduit, on les emmène rapidement. Et du coup, sur votre toiture, ça dit quoi? Et chaque propriétaire de toiture là, sortait de l'atelier avec sur sa toiture, c'est quoi le potentiel et comment ça pourrait se mettre en place. Donc voilà, et tu peux passer à la suite. Donc, un sujet qu'on traitera dans le prochain webinaire, c'est au-delà d'emmener les entreprises, déployer massivement du solaire sur le territoire, ça a des impacts sur les réseaux, comme ça, sur les réseaux électriques en particulier, comme ça vous a été expliqué par François. Donc on reviendra sur ce sujet-là, mais ils travaillent aussi avec Enedis et le CIDELA sur cette partie-là. Et puis, du coup, aujourd'hui, une fois qu'ils ont identifié, construit leur dispositif d'animation et identifié les zones, ils commencent à structurer. Maintenant qu'on a identifié les entreprises, comment on va identifier les partenaires pour co-investir et réaliser. Donc la CAREN a un budget prévu pour investir, donc pour être coproducteur, et elle s'est rapprochée également de la SEM-CIDELA, par exemple, pour essayer de voir comment on pourrait mettre ça en place. Et puis, il peut y avoir aussi, si on démontre le modèle économique, il peut y avoir des industriels qui sont directement concernés par ces toitures, qui pourraient avoir envie d'investir ou de co-investir avec l'entreprise. Donc voilà pour cet exemple. Donc à date, on ne peut pas vous démontrer comment ça a marché puisque les résultats ne sont pas encore complètement là, mais en tout cas, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été mobilisées. On ne voit plus le support. Ah, zut. Le support va revenir, je vous prie de m'excuser. Donc il y a pas mal d'entreprises qui ont été mobilisées déjà dans cette zone et aujourd'hui, ils sont en train de voir comment, par zone d'activité, ils vont pouvoir déployer et répéter ce process. Voilà pour la première action. Vous voyez que du coup, la CAREN en tant que collectivité, au-delà des ambitions, c'est comment finalement elle peut agir à différents niveaux pour aller mobiliser d'autres acteurs. Donc le support est revenu. Merci, merci Amandine. Du coup, je vais passer à la fiche suivante. Donc un autre exemple, plus modeste, mais en tout cas qui est pour le coup arrivé à son terme. Donc le CIDELA, donc le siège social du CIDELA, donc le CIDELA en tant que collectivité, puis en tant qu'acteur de son territoire, là où il habite, si j'ose dire. Donc c'est le bâtiment en accent circonflexe en haut à gauche de l'image. Donc on est sur la commune d'Orvaux, qui est elle sur le territoire de Nantes Métropole. Donc on s'est dit en 2017 avec l'évolution législative sur les sujets d'autoconso, on est un syndicat d'énergie, pour s'approprier le sujet, essayons, nous, et puis soyons exemplaires pour, après, être en capacité d'accompagner vous dans vos communes respectives. Donc, on a mis en place des ombrières photovoltaïques sur notre toiture, là, sur la petite zone bleue devant l'extension circonflexe. Donc, il y a les deux parkings qui sont couverts d'ombrières. Et on a mis en place un projet d'autoconso collectif. Donc, on produit de l'énergie sur nos ombrières, on consomme cette énergie et puis on la revend à nos voisins. Donc, et puis on s'est associé avec nos voisins et il se trouve que le hasard fait bien les choses ou pas, enfin peu importe, en tout cas, notre voisin direct c'est la commune d'Orvaux avec sa salle de spectacle et l'aire des gens du voyage portée par Nantes Métropole. Donc
on a construit ce collectif pour porter ce projet. Donc, en premier lieu, avec des ombrières sur le bâtiment du CIDELA, et dans un second temps, aujourd'hui, on discute sur comment on pourrait mettre en place des ombrières sur le parking de l'Odyssée, comme vous le voyez. Donc, sur ce projet, on a eu un soutien financier de l'ADEME et de la région Pays de la Loire, et du coup, on a été homologué le SMILE à l'époque. Si tu veux bien passer au suivant. Donc, les résultats, très concrètement, aujourd'hui, on a une ombrière, donc ça fait un peu plus de 400 mètres carrés, pour produire 92 kW crête de photovoltaïque. Donc, on consomme 55% de l'énergie sur notre bâtiment. On partage 37% de cette énergie avec nos voisins. Et du coup, il nous reste 8% qu'on revend à un acteur non obligé, qui est un fournisseur d'énergie, dans ce cas-là, Enercop. Donc, ce chemin nous a permis de faire, à la fois aux services et aux élus du mandat précédent, du coup, pour l'instant, une appropriation collective des enjeux de l'autoconsommation collective. Et puis, on avait en tête d'en faire un projet réplicable et un démonstrateur. Donc, partagé aujourd'hui. Et ça nous permet aujourd'hui également de vous accompagner pour essayer de le remettre en place dans vos communes, si vous le souhaitiez. Voilà. Et on va passer à la dernière action par François, avant de conclure. Rebonjour. Donc oui, je vous évoque très rapidement la dernière illustration qu'on vous propose ce matin autour de la coopération territoriale sur la commune de Blain liée à un projet éolien. Donc, je vous retrace encore, j'aime bien l'histoire, donc je vous retrace ça à travers une frise chronologique. Tout est parti finalement avec le choix d'abandonner le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, qui jusqu'à présent, en fin de compte, empêchait dans un périmètre de 20 km autour des futures pistes, ex-futures pistes, l'implantation de parcs éoliens parce qu'il y avait un radar de l'aviation civile qui était incompatible avec les éoliennes. Donc un certain nombre de projets éoliens étaient empêchés existait. Si bien que quand cette contrainte a été libérée, en l'espace d'un mois et demi, je pense que la mairie de Blain a eu à peu près 25 coups de téléphone d'une douzaine de sociétés spécialisées dans l'éolien, parce que finalement, sur cette grande commune, il y avait 4 à 5 sites potentiels, et chaque société, finalement, se battait pour pouvoir y avoir accès. Face à ce marasme, finalement, la commune de Blain a décidé, en relation avec le CIDELA et sa SEM, de mettre à distance, on va dire, les opérateurs privés pour prendre le temps de construire une vision stratégique et de savoir où est-ce qu'on voulait faire, si d'abord on voulait ou pas faire de l'éolien sur le territoire, et si on voulait le faire à quel endroit, sur la base de quels critères. Et puis une fois qu'on avait décidé sur quel site, et de quelle manière on voulait voir se développer ce type d'industrie sur le territoire de Blain. Donc, le CIDELA et la SEM ont travaillé sur l'analyse géographique et multicritères des qualités de chacun des sites pour les hiérarchiser et finalement laisser la possibilité au conseil municipal d'en débattre et de délibérer pour choisir le nombre et la place, la localisation des sites qu'ils voulaient voir étudier. Finalement, un seul site a été retenu. Et du coup, on se retrouvait dans la situation où les 12 opérateurs qui se disputaient sur 4 ou 5 sites, finalement, convergeaient tous sur le seul et même site retenu par la commune. Donc, il a fallu aussi définir avec qui la commune voulait bien travailler. L'idée, donc, était de faire un appel à projet pour identifier la société qui partagerait, on va dire, la vision territoriale portée par la commune. Mais puisque l'éolien, c'est, comme on a vu un petit peu dans le chat tout à l'heure, il y a beaucoup de contestations localement. La commune a souhaité ne pas porter seule, finalement, la vision stratégique et a organisé une réunion publique pour proposer aux citoyens intéressés d'entrer dans un comité de pilotage élargi, donc extra-municipal, dans lequel la mairie, la SEM CIDELA et le CIDELA et le collectif citoyen allaient co-construire ensemble, finalement, la manière de faire de l'éolien sur la commune. De ce collectif, finalement, en l'espace de 15 jours, 3 semaines, est née une association qui a pris part pour proposer une vision aux opérateurs qui était de dire si, messieurs les opérateurs, vous voulez faire de l'éolien sur notre territoire, eh bien, il va falloir partager et la valeur des retombées et surtout les décisions sur toute la vie du projet. Finalement, le consensus a été trouvé de dire 33% de la décision reviendra au bloc public,
33% reviendra aux citoyens riverains et 33% reviendra à la société spécialisée. De cet appel à projet, finalement, seul Engie a accepté de perdre autant de pouvoir et d'autorité sur ce type de projet au profit des citoyens et du territoire. Et ça s'est traduit par la rédaction d'un protocole d'accord. Alors, on a mis 4 à 5 mois à traduire les engagements d'Engie dans un protocole juridiquement consolidé. Et là-dessus, la puissance publique, donc portée par la commune et le CIDELA, a vraiment mis beaucoup d'huile dans les rouages pour casser un peu les jeux de posture entre des citoyens militants engagés et une société industrielle qui ne partageait pas forcément les mêmes objectifs quand on rentrait dans les détails. Aujourd'hui, le projet suit son cours. Ça fait plus d'1 an maintenant que ce triptyque fonctionne, que chacun prend sa part dans le projet et on devrait être en capacité de déposer d'ici 3 mois les demandes d'autorisation environnementale au préfet pour qu'il nous donne son avis sur le projet. Voilà. Merci François. Pour finir, en conclusion, ce qu'on peut voir en fait au travers de ces 4 actions-là, mais on aurait pu en choisir bien d'autres, c'est qu'il y a de nombreux rôles possibles en fait qui s'offrent à vous en tant que collectivité. Même si j'ai rapidement regardé là, le fil de conversation pendant que François parlait, on voit qu'il y a aussi beaucoup de contraintes, hein, on ne va pas se mentir, il y a du travail devant nous, mais il y a aussi beaucoup de possibilités. Ça peut se faire au travers déjà toutes les étapes classiques d'un projet, de l'émergence, la faisabilité, la mise en œuvre et le suivi, avec dès le début déjà de l'animation, faire parler, transmettre justement aussi ces enjeux-là et ces possibilités auprès des acteurs du territoire, d'accompagner les porteurs de projets. En tant que collectivité, vous pouvez aussi vous initier un projet sur votre propre patrimoine, hein, les piscines par exemple. Il y a aussi des possibilités au niveau de la faisabilité de financer, de piloter, de la mise en œuvre, on l'a vu avec le projet de Blain, de co-investir aussi, et sur le suivi, mais aussi de dupliquer, de partager pour donner envie à d'autres territoires. On voit aussi que ces actions-là peuvent se faire à différentes échelles, entre les communes et les intercommunalités. On le voit aussi au travers les PCAET, les plans d'action, les plans climat, air, énergie territoriale. C'est une vraie possibilité justement de créer du lien entre les communes et les intercommunalités sur ces sujets-là. Ça peut se faire au travers de différentes cibles. On a pu le voir autant auprès des particuliers, entreprises, associations, auprès des acteurs locaux. Et bien entendu, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et je fais du coup aussi écho au discours qui a été au début, avec l'appui aussi du CIDELA. Nous sommes aujourd'hui au service des collectivités locales sur ces sujets d'énergie. Donc voilà, on voulait finir justement, et puis on finira aussi par répondre à vos éventuelles questions qui ont été mises sur le fil de discussion. C'est voilà, vous n'êtes pas seul non plus dans ces enjeux-là, mais ça voilà, ça fait vraiment écho au discours de notre président et de notre vice-président. On est là aussi justement pour vous appuyer sur ces sujets en tant qu'acteur public référent justement des énergies. Oui, il y a plutôt des réactions sur le fil de discussion que des questions, et s'il y en a, je crois qu'il y en a une grande partie qui a été traitée également par le fil de discussion par mes collègues. Évidemment, comme c'est un webinaire qui est avec un spectre assez large, on sera amené à aller plus précisément sur les sujets donc lors des prochains webinaires. En tout cas, voilà, je vois plutôt... Il y avait juste une question, une remarque de Bernard Jean-Renaud. Je vous prie de m'excuser, j'espère l'avoir bien prononcé, sur la surproduction, le rôle de la CRE. On discutera un peu plus dans le détail de ces sujets-là dans 2 webinaires, le prochain sur les réseaux électriques et puis je pense à la fin du cycle, il doit y avoir un webinaire sur les énergies photovoltaïques également. Donc on abordera aussi ces questions. Raymond Charbonnier à l'appareil. Je tenais à dire d'abord, je remercie les services pour ce webinaire, parce que ça, on ne se rend pas compte, mais il y a une somme de travail très important. Et bien que les enjeux de demain, il y a beaucoup de choses à construire ou à co-construire, on n'a pas des réponses sur tout. Les législations évoluent, les techniques évoluent, et ça, on peut maîtriser. Les législations n'évoluent pas toujours à la même vitesse.
On vous en parlera sur ce qui est l'histoire des réseaux, vous verrez. On rappelle quand même le rôle du CIDELA, c'est l'émanation des communes, donc on est bien là pour accompagner les communes et essayer de les épauler, les accompagner sur un certain nombre de sujets, et puis peut-être créer des nouveaux services dans l'avenir. Je rappelle quand même, j'ai vu un certain nombre de choses. Les communes adhérentes, à l'heure actuelle, vous avez des outils en ligne sur le site du CIDELA. Vous pouvez avoir, par l'intermédiaire de SIDO-COSO, l'intégralité de vos consommations bâtiment par bâtiment et points de livraison. Donc, il y a des choses déjà à l'heure actuelle. Je ne sais pas si tous ces outils sont bien utilisés par les collectivités. C'est peut-être quelque chose à voir en interne dans vos services. Mais sachez qu'on est là pour vraiment répondre à vos besoins. Et dans le cadre de la mission, enfin, l'instruction des PCAET, maintenant ils sont adoptés, mais la déclinaison, on sait que dans pas mal de collectivités, comment fait-on pour arriver? On prend des bureaux d'études en interne, on prend des bureaux d'études en externe. La réponse est peut-être aussi de solliciter en amont les services du CIDELA parce qu'on a des conseillers en énergie partagée, entre autres, sur un certain nombre de domaines qui peuvent vous donner de l'appui. Donc, le dialogue est important et on espère qu'il va être encore de plus en plus généré entre nos deux, les collectivités et le CIDELA, qui, je le rappelle, est le syndicat des communes. Merci. Donc là, sur le support, vous voyez alors, du coup, les contacts d'Amandine et François. Donc Amandine qui vous a présenté dans le cadre de sa mission de coordination PCAET Mobilité la majorité de ce webinaire. François de la SEM, si vous avez des questions équivalentes à Blain, c'est François, l'interlocuteur, ou si vous avez des perspectives de développement de solaire, de centrales solaires au sol sur vos territoires, François, c'est le bon interlocuteur. Donc, il n'y a pas mon contact sur la dernière slide. Je vous prie de vous m'en excuser, mais vous trouverez dans l'organigramme mes coordonnées, Gauthier Moreau. Et de toute façon, si vous avez la moindre question sur des webinaires ou d'autres, vous avez les coordonnées de Florence, ou vous avez les élus également qui ont pris la parole. Là, Raymond Charbonnier, notre président, alors, du coup, n'hésitez pas à le contacter si vous pouvez. Et puis Frédéric Dunier aussi, notre premier vice-président. Et il y a également, dans toutes vos communes, ça date pas d'il y a trop longtemps, donc j'espère que vous vous en souvenez, mais vous avez les uns et les autres élus des délégués au CIDELA, enfin des représentants au CIDELA, donc vous en avez 2 par commune. Et aujourd'hui, il faut, enfin en tout cas, c'est des points d'appui dans vos communes, vraiment. Saisissez-vous-en, si j'ose dire, pour revenir vers nous, vous approprier ce qu'on peut vous apporter. N'hésitez pas à nous solliciter. Et il faut construire ce dialogue parce que dans chaque commune, vous avez ces relais qui peuvent permettre de faciliter la mise en place de vos actions et de nous aider, que le CIDELA puisse vous apporter la meilleure aide possible dans la manière dont vous essayez de les mettre en œuvre. Je ne sais pas si Frédéric ou Raymond, vous voulez rajouter des éléments. Non, je pense que vous l'avez compris, beaucoup de choses restent à faire. C'est en tout cas très enthousiasmant parce que l'on sent bien que la période actuelle fait que l'on est obligé ou qu'on a envie, peut-être un peu des deux, de changer beaucoup de choses. Et que sachez en tout cas que le CIDELA peut être la boîte à outils pour commencer à élaborer un plan compatible avec vos envies. Et qu'on est en tout cas là pour progresser nous aussi dans ce que l'on peut vous proposer. Donc je vous dis à très bientôt à la Bien, il est temps pour nous de se séparer, de conclure. Merci pour votre attention. Vous pouvez retrouver les replays sur notre chaîne YouTube CIDELA Loire-Atlantique. Évidemment, vous allez être destinataire du support, de l'organigramme pour vous permettre de bien contacter les bons intervenants. Donc au niveau technique, évidemment, les élus du CIDELA sont aussi des relais, ça a été dit. C'est important d'avoir en tête. Et bien sûr, vous serez aussi invité à
dire si votre expérience de ce premier webinaire était intéressante ou pas. N'hésitez pas, donc vous aurez un sondage, un questionnaire de satisfaction qui vous sera adressé. Donc revenez vers les orateurs si vous avez des questions ou envie d'échanger, puisque on a un peu balayé, mais peut-être pas toutes vos réactions. En tout cas, d'ores et déjà, le prochain webinaire il est programmé, il sera consacré au réseau électrique, ce sera le 8 janvier. Merci à tous et à toutes. Merci à tous et à toutes. Bonne journée.